Oui, comme ça. Comme ça, c'est bien? C'est bien. Il faut peut-être remettre un peu d'huile dedans. Mais juste une goutte. Oui. Je vais faire Je vais prendre. Peut-être que tu vas. Je vais remettre. Comme ça? Je crois que ça suffit. Ça suffit? Il faut remuer. Oui, oui. Sur le visage est très très beau. Hein? Lumière sur le visage. Sur le visage. Oui. Rideau si tu as fait la lumière. Oui, mais c'est trop clair. Oui. Il faut passer. Balthus est né dans la rue Boissonnat, qui était une rue très rurale encore, très provinciale. La maison n'existe plus, ça a beaucoup changé. Et Balthus garde des souvenirs absolument merveilleux de son enfance, avant 14, avant la dispersion de la guerre, donc avant l'âge de 6 ans. Son père et sa mère sont à la fois peintres, l'un et l'autre, sont des collectionneurs, et sont de très très grands lettrés. La mère de Balthus est peintre aquarelliste surtout, un peu formée par Bonnard. Et puis elle a eu cette relation merveilleuse avec Rilke, cette correspondance qui est une légende d'amour, les plus belles de notre temps. Et elle s'est occupée du mieux possible, dans des circonstances difficiles, de ses deux enfants. Très jeune, Balthus s'est identifié au chat, puisqu'il a illustré, quand il avait 11 ans, Mitsu, l'ouvrage qui a été publié par les soins de Rilke, et pour lequel Rilke a écrit justement une très belle préface, où il essaie de dire ce qu'est le mystère impossible à déchiffrer du chat. T'as vu le papillon? Magnifique. Les détails, la merveille. Ouais. Non mais tout le papillon, ça va. Là, il y a un tableau de garçon.
Balthus est venu copier Poussin au Louvre, et je dois dire que c'est une attitude très intéressante. Que le Louvre ait été une école au XIXe siècle et que tous les artistes au XIXe siècle soient venus copier dans ce musée, c'est une chose bien connue. Mais la mode de copier au Louvre s'était un peu perdue. Et je dois dire que dans les années où Balthus est venu copier au Louvre, les artistes, les jeunes artistes, les artistes d'avant-garde considéraient le Louvre comme un cimetière, où on n'avait plus le droit d'aller, c'était considéré comme scandaleux. À cet égard, l'attitude de Balthus a été extraordinairement d'avant-garde. Quand j'ai fait des copies de Masaccio, j'étais tout le temps en train de me dire c'est extraordinaire qu'un garçon de 26 ans ait fait une chose pareille. On voit pas parce que ce qui est très intéressant, il observe avec une attention extraordinaire et ensuite il essaye de synthétiser et alors il réinvente. Les naseaux des chevaux, Ouais. les anellos sont souvent fendus. Les naseaux, il les arrange comme il veut. Petit instructif. Ah mais tiens, ça pourrait être le dessin. Attends, voyons, Attends, Jean. tais-toi un peu. On voit pas tellement bien. Mais je vois au fond, mais sans lunettes. Non, mais quand même, il y a des choses extraordinaires. Oui, naturellement, il y a des choses extraordinaires, mais finalement, je les goûte davantage dans mon livre. La peinture, finalement, c'est l'esprit incarné. Alors, Lippi est devenu un réaliste qui n'a plus rien à voir avec le réalisme de Masaccio. Avec Lippi, c'est déjà l'imitation de la nature. Le lieu mythique par excellence pour lui, c'est Biatenberg, où il a passé ses vacances très jeune. C'est là qu'il a eu la révélation de l'art chinois, quand il était devant ce paysage de montagne, qui est au-dessus du lac de Thun. Par conséquent, le paysage chinois, c'est les eaux et la montagne. Il était en train de feuilleter un livre prêté par son père, qui était un historien d'art, qui venait de paraître sur l'art d'Extrême-Orient. Il s'aperçoit de la coïncidence absolue entre le paysage qui était autour de lui et le paysage qu'il regardait, les images qu'il regardait. Et c'est le propre du grand paysage, naturellement, d'obtenir cette coïncidence. The importance of landscape. It's about the same as the present. I thought it was about the same thing as being an actor when I was illustrating Wuthering Heights. Well, Antoinette was a part of myself. We knew each other. She was like a sister for me. Antoinette was very beautiful. I knew her as a child, a poor asthmatic child who was surrounded by her brothers.
Et La Rue, donc, en 1933, il est encore tout jeune, est peut-être la première mise en scène, la première dramaturgie parisienne qu'il réussit avec une admirable maîtrise, qui évoque en même temps ces tableaux vivants qui étaient un jeu de société auquel se livraient encore les enfants d'avant la Première Guerre mondiale. À l'époque, comme j'étais sans moyens pour continuer la peinture et que j'avais fait beaucoup de métiers pour financer ma peinture, la seule façon d'être connu aussi vite que possible, c'était le Candale, dans les années 30. D'ailleurs, j'avais écrit ensuite à M. Sobey pourquoi j'avais fait telle leçon de guitare. Cette piste qu'on peut chérir quand il s'agit même du corps de l'aimer. La question centrale de la peinture, et singulièrement d'une peinture comme celle de Balthus, c'est la dimension sexuelle. Oui, si Balthus était là, il allumerait d'abord une cigarette, encore une, et puis il prendrait un petit air très humoristique, il me laisserait évidemment parler, et puis il terminerait en disant que ce que lui peint, ce sont des anges. That's what I thought I did. But people think that it's erotic, which is perfect nonsense. I can't talk about my own work. I never do. I'm a religious painter. Et il partage avec Rilke le sens du mystère, l'émerveillement devant les jeunes filles, et il partage aussi ce sens mystérieux des anges. Mais les anges, comme le dit Rilke, sont terribles. La beauté aussi est terrible. Et Balthus est toujours sensible, veut montrer autour de lui, dans les êtres et dans la nature, ce qu'il y a de divin. Mais évidemment, il est aussi plein d'humour et plein d'ironie. On ne peut pas éviter, dans certains cas, le côté luciférien, d'autant plus que Lucifer était le plus merveilleux des anges, comme le dit Baudelaire. Balthus, c'est le chat qui fait le gros dos, mais c'est aussi le fauve qui se déchaîne, toute griffe dehors. Il y a peut-être la tentation de Pisanello chez lui, mais il y a aussi très souvent la tentation de Fuseli et de son théâtre cruel. Là où il est le plus grand, c'est peut-être quand éclate sa cruauté. Il y a chez Balthus toute une composante sadienne, une fureur, une volonté là aussi de fouetter, de foyer le modèle, qui en fait quelqu'un de très proche de gens qu'il a aimés, qu'il a connus. Artaud, le théâtre de la cruauté, Pierre-Jean Jouve et La Victime, ce ne sont pas des auteurs de tourpeau. J'ai repensé souvent à vous et à l'esquisse de mon portrait, écrit Artaud en 1936. Votre terrible inconscient a su me situer exactement avec la lassitude et le dégoût du profil féminin gauche, qui laisse derrière moi un écœurant passé. Balthus a connu très tôt Artaud. Il l'a dessiné 2 fois, il l'a rencontré au café des Deux Magots, et c'est Antonin Artaud qui est venu vers lui, frappé par la ressemblance qu'il y avait entre eux. Et toute la théorie du double chez Artaud provient de cette ressemblance frappante entre les deux. Et Balthus a connu Artaud lorsqu'il était encore dans sa plénitude mentale. C'était à ce moment-là, il le dit très souvent, un personnage plein d'humour. Il avait beaucoup d'idées, parce qu'il était très influencé par le théâtre balinais, au fond, dont il parle souvent dans son livre sur le théâtre.
Et c'est avec Artaud qu'il a fait l'expérience théâtrale déterminante des Cenci en 1934. Ça a été une catastrophe, parce que ça a duré à peine 10 jours, les Cenci. Quand il était, avant de partir au Mexique, on se voyait tout le temps, tous les jours. Et puis alors il a commencé à divaguer, et je lui ai dit, écoutez, ça ne va pas avec moi, vous n'avez pas... Quand il a dit que Breton est allé le sauver, etc. J'ai reçu une fois une lettre qui était vraiment une lettre délirante, où il m'accusait de toutes sortes de choses. Quand il est revenu de Rhodes à Paris, c'était tout de même un malade. Mais ce qui est terrible, c'est que les surréalistes sont retombés sur lui et ont profité de sa folie. À ce moment-là, pour les surréalistes, le pauvre Artaud était comme un taureau dans une arène. Je me suis demandé souvent, est-ce que je suis le même personnage? Et je crois que pas tout à fait. Comme j'ai eu des débuts extrêmement difficiles, que j'étais honni de mes contemporains, alors dans le temps j'étais agressif. Il y a des photos de moi, je regardais dernièrement des photos de Irving Penn. Et quand je regarde ces photos, je vois un personnage agressif, solitaire et contre tout le monde. Je vais vous montrer. Attention. Balthus est quelqu'un de très colérique, au fond. Maman racontait qu'elle se souvient de bagarres épouvantables au Café de Fleurs, pas comme ça avant la guerre, où il cassait la figure à des gens qui avaient fait Dieu sait quoi. Un des collègues, et moi j'ai des souvenirs de papa brandissant. Je ne sais même pas si c'est un vrai souvenir ou pas, mais enfin j'ai une image de cet homme brandissant une canne et me frappant peut-être même, parce que je ne sais pas, parce que j'avais dû dire un gros mot. Je crois que c'est quelqu'un qui fait peur à beaucoup de... comme ça. Il est plus qu'intimidant, si on veut. Il a dit un jour, mais je pense qu'il le pensait vraiment, et que c'était dans un accès de rage et de désespoir, il a dit « Et si jamais l'un de vous se met à peindre ou veut faire de la peinture, je vous coupe les doigts ». Phrase absolument terrifiante à cause de la célèbre scène du Struwwelpeter, tu sais, où il y a, on en a parlé d'ailleurs, Struwwelpeter, où il y a le fameux tailleur, avec la mère, avec un sadisme épouvantable, qui dit à ce malheureux enfant que si tu suces ton pouce, le tailleur va venir avec ses ciseaux de tailleur, et l'enfant suce son pouce, le tailleur arrive, et à ce moment-là, lui coupe le pouce atrocement, et le malheureux enfant, la dernière image est laissée avec les 2 pouces coupés. Du mariage en 1937, tu te souviens? Je me rappelle très bien. Il y avait plein de fleurs comme ça sur du géranium ou je ne sais quoi. Et alors ton père s'est jeté là-dessus et a tout descendu en disant ces horreurs, je ne veux pas les... Ces horreurs, il faut les enlever. Il a descendu tous les pots qu'ils avaient mis.
avec d'affreux géraniums. Moi, j'étais pliée en deux de rire, tout en étant un peu inquiète qu'on allait se faire vider avant d'être mariée. Ça va? Vous voulez que j'avance un pied? Oui, je posais, mais ça m'ennuyait à crever. Alors la montagne, c'est le plus grand tableau de Balthus. C'est un tableau qui se trouve au Metropolitan de New York. Il a longuement travaillé. Et Balthus, qui a toujours voulu garder sa vision d'enfant, sa vision directe, à bord de la montagne à l'aplomb, comme ça, directement. Les différents personnages sont échelonnés le long de cette pente, avec un personnage central, évidemment, qui est Antoinette. Et les autres personnages, ce sont ses compagnons de Beatenberg et quelques touristes qui sont là en costumes locaux. Dans la montagne, il y a évidemment une silhouette tout à fait au fond qui s'éloigne. Il faut en voir, si l'on veut, un symbole. Le peintre s'éloigne parce que le peintre doit s'effacer derrière son œuvre. Et alors le tableau a été suivi de très près pendant qu'il l'élaborait par deux de ses amis, par Giacometti et par Derain. Et alors Derain lui disait que ça lui faisait penser à Masaccio, et Giacometti lui a dit que l'un des rochers était mâle et l'autre était femelle. Alberto was very close to Balthus. When they were together, it was fascinating to hear their conversation because they were both wonderful talkers, and they enjoyed that greatly, the exchange of ideas and talking about art, but they were frequently in disagreement. But that was fun for them to argue about things. Ça c'est merveilleux. L'Archamp a été peint juste à la veille de la guerre, en 1939. C'est un paysage pas très loin de Fontainebleau, où à la veille de la guerre, il y a un moment de recueillement, surtout avec le symbole central, qui est une vieille abbaye, qui a été longtemps un pèlerinage national. Plusieurs papes y sont allés et on invoquait un saint guérisseur des maladies mentales. Dans le texte de Bonnefoy, d'Yves Bonnefoy, je crois que l'un des plus beaux passages, justement, concerne cette description de l'Archamp, du paysage de l'Archamp, où il dit, si j'ai bonne mémoire, que le destin ici s'identifie à une plénitude natale. Il reste que ce village est au loin comme une terre promise. Je crois que le plus important dans ce tableau si idéaliste n'est pas la chose représentée, mais tout ce qu'il a fallu que le peintre abandonne de lui-même pour le représenter, comme ici. Poland was invaded by the Nazis. Being of Polish origin, I felt myself concerned. J'ai été démobilisé à Chambéry. Avant ça, on m'avait transporté à Épinal. Et les médecins militaires m'ont dit que je serais un infirme toute ma vie. Ce qui n'était pas agréable d'entendre. On a vu les Belges arriver par camion entier. C'est comme ça sur le boulevard Saint-Germain. Absolument un camion derrière l'autre avec ces malheureux qui fuyaient, les Allemands. Quand on a vu arriver les gens, on s'est dit, temps de quitter. Hein. Et alors nous aussi, on est partis de Paris. Il est allé se réfugier dans un endroit qu'il connaissait, le Bugey savoyard, Champ-Provence, où c'est une ferme manoir qu'il habitait. La Cerillet, c'est un tout petit tableau, mais tout à fait merveilleux.
Et alors il y a cette jeune fille avec une grande échelle qui est en train de cueillir les cerises, mais elle n'a pas de panier. L'échelle, c'est l'échelle de Jacob, c'est l'échelle que l'on voit aussi dans une saison de Poussin dont il s'est inspiré manifestement, et c'est également toute la symbolique du cerisier au Japon. Les ambitions de Poussin, c'est-à-dire de représenter la vie, la mort, l'amour, sont aussi évidemment celles de Balthus. Et dans cette espèce de monde hors du temps, dans cette espèce de vision d'une Arcadie défunte, il y a quelque chose qui rassemble Poussin et Balthus. Well, about death, who said that? Cocteau said that. Ça se sent. On n'en parle pas, mais on sent. Dans un accident de chemin de fer. La rencontre entre Picasso et Balthus semble être la rencontre du feu et de l'eau, la rencontre de celui qui est tourné vers l'instant et de celui qui est tourné vers l'éternel. D'un côté, un peintre qui n'arrête pas pendant les 85 ans de son existence de multiplier les expériences plastiques les plus étonnantes. De l'autre, un peintre plus mesuré chez qui la lenteur est primordiale. Picasso, quand il achète les enfants, il retrouve une jouissance animale de l'enfant qui vit au niveau du sol, liberté animale qu'il n'a pas lui-même dans sa peinture. I met Picasso at Golf Shore in the summer 47, I think. I returned to Paris in 48, where for the first time we talked about painting, and he covered me with such compliments that I've forgotten what he said. Rather embarrassing to me. On est venu à Fleur d'Eau en 52, moi j'avais 8 ans, et Balthus, lui, s'était installé assez peu de temps auparavant à Chessy, où on allait passer les vacances d'été, et lui venait comme ça passer Noël. Et on a ici de grands souvenirs de jeux sans fin, de promenades avec Balthus aussi, dans la montagne, au-dessus du lac. Et Balthus, qui a trouvé cette maison ravissante, s'est beaucoup amusé à faire des décorations pour la chambre de ma mère. Il n'a jamais travaillé dans cette maison à part pour ses décorations, mais je crois que c'est une maison qu'il a beaucoup aimée, et en tout cas que ça, chez moi, on a adoré notre enfance ici. Camus, moi je lui avais dit, viens travailler un peu à Chessy, et puis il était en train de venir chez moi. Et ce qui est terrible, c'est que Camus voulait prendre le train. Et Michel Gallimard lui a dit, mais non, moi je vais à Paris, je vous emmène. Et alors, moi à ce moment-là, j'étais abonné au Figaro à Chessy. Et j'ai ouvert le journal et ça m'a fait un coup terrible de voir tout d'un coup que Camus s'était tué alors qu'il voulait venir chez moi.
Balthus quitte Paris en 1952, après avoir adoré cette ville où il est né, au moment où cette grande ville, qui était encore la ville de l'après-guerre, où les voitures étaient encore très rares, où les petits bistrots accueillaient encore les artistes, et les peintres et les écrivains. Et Balthus, avec son instinct, quitte la ville avant de la voir disparaître, avant de la voir sombrer dans le chaos, la fureur et l'ignoble dans lequel elle est tombée aujourd'hui. Et le passage du commerce, c'est l'adieu à la ville. C'est dans ce passage que la guillotine a été expérimentée pour la première fois. Et ce côté sacrifice, ce côté sacré qu'il peut y avoir parfois dans les événements politiques d'une grande métropole, Balthus l'a admirablement retranscrit dans son œuvre. It was a beautiful evening, summer evening, and we looked about the trees. Mondrian came and pulled the curtains, telling us that he couldn't see anymore all this, couldn't see the trees anymore, because he made beautiful drawings after the trees before he became what he became, making little squares. Si un homme pouvait traverser en rêve le paradis, qu'en ce voyage une fleur lui soit donnée comme preuve que son âme a réellement passé par ce lieu, et s'il trouvait cette fleur dans sa main au moment du réveil, et alors? I met Balthus through Dora Maar, Picasso's mistress. When I first met him, he was still living in the Cour de Rouen. But by the middle 50s, he was at the Chateau de Chassis, which was largely unfurnished. And she knew that I had a very large rug for which I had no use. And Dora suggested that it would be a good thing for me to give Balthus the rug for his big drawing room, and for Balthus to give me some little drawing. And that's how he happened to do the drawings. I wasn't able to see him while he was drawing because he intentionally made me pose in such a way that I couldn't see him. I couldn't look at him. It was just the opposite of Giacometti. When posing for Giacometti, he insisted that the model should always look him straight in the eye, whereas Balthus never, as far as I was concerned, never wanted me to look at him. Alors, les trois sœurs, moi j'avais 11 ans, Béatrice avait 12 ans, et puis Marie-Pierre, qui est toujours sur son divan, avait 13 ans et demi. C'est pas du tout nous qui nous sommes mises là ou là, ils savaient très très bien. Par exemple, ma robe bleue, c'est lui qui l'a choisie dans ma penderie, dans ma chambre. La même chose pour la robe orange de Marie-Pierre. C'est lui qui a dénoué les bretelles. C'est lui qui nous a positionnés. À Biarritz, il n'a fait que des croquis et que des dessins, mais les toiles ont été faites dans son atelier de châssis. Mais la lumière reste la lumière de celle de Biarritz, puisqu'il y avait une fenêtre à ce moment-là à droite. Mais je crois que la première fois que je me suis rendu compte que mon père était un peintre, et ce que ça voulait dire et tout ça, on était à Châssis et papa organisait une chasse au trésor. Et alors il avait préparé beaucoup de petits dessins avec qui étaient des rébus, comme ça, où il fallait deviner où les choses étaient cachées, tout ça. Et je me souviens de mon admiration pour ces dessins. Tout à coup, j'avais compris que c'était ça qu'il faisait admirablement, c'était de rendre présent une chose qui était tout à coup là mise sur un bout de papier et qui tout à coup existait. En plus, il était d'une force absolument colossale, herculéenne. Il y avait un immense grenier au-dessus de l'atelier
on s'amusait là. Il y avait une ancienne table de billard en pierre, une chose absolument d'un poids fantastique. Et je ne sais pas comment, Thaddée et moi, on s'est arrangé, on a voulu la descendre, on va la déplacer. Et tout à coup, cette énorme masse s'est abattue, nous a presque écrasés. Et paf, c'est tombé, mais ça a rebondi comme ça. Et à ce moment-là, pluie de plâtre dans l'atelier de papa qui travaillait. Alors il est monté en 2 enjambées, n'est-ce pas? Il est arrivé, suivi par le domestique qui était un grand Italien. Et alors papa, mais qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et il s'est penché, il a attrapé cette énorme table qui devait peser une centaine de kilos au moins. Et comme si de rien n'était, comme si c'était une toile, il a attrapé ça et remis. Et je me souviendrai toujours de ce domestique qui disait « Ma come forte, signor Conte », etc. Je suis un artisan, pas un artiste. Seulement Dieu crée. Moi, je travaille. Le Balthus que j'ai connu à partir des années 70 avait beaucoup de mal à réaliser les portraits qu'on attendait de lui. Parce que finalement, si ce n'était pas des toutes jeunes adolescentes, Balthus n'avait plus du tout envie de peindre. La folie de Balthus, comme la folie de n'importe quel peintre, c'est de donner une forme stable, en l'occurrence dans le corps même de son tableau, de cet instant qui est un instant fugitif comme une vibration de l'aile d'un papillon. Cette jeune femme qui traverse la chambre, évidemment, s'achemine vers la lumière comme un phalène, vers la lumière qui va la brûler. C'est un des derniers tableaux de la période de Chassis, où il a peint beaucoup de paysages et où il a réalisé une espèce d'osmose entre sa propre matière et la matière de la terre. Avec cette espèce de limon, il peint aussi la matière féminine, le corps féminin. Plus Balthus a essayé de saisir quelque chose de cet instant autour de l'adolescence, et plus les tableaux de Balthus sont devenus maçonnés, de plus en plus lourds comme couche picturale, et de plus en plus problématiques du point de vue de ces opérations de recouvrement partiel, de recommencement. On a très peu souvent l'idée du nombre de compositions superposées les unes sur les autres pour arriver finalement à celle qu'il nous propose. Et c'est pas pour rien si les adolescentes seront de plus en plus récurrentes dans ces compositions. Je voyais beaucoup Malraux à cette époque-là. J'allais souvent le voir et il me retenait à dîner et je rentrais très tard à Paris. Mais c'est Malraux qui m'a envoyé à la villa. Moi j'étais à Chassis et j'ai dit à Malraux que j'avais un très mauvais souvenir de la villa, qui était à ce moment-là dirigée par M. Ibert, un musicien, mais il était en même temps le directeur de l'opéra. Alors on lui avait retiré la Villa Médicis. La Villa Médicis étant devenue libre, Malraux m'a demandé d'aller à la Villa Médicis comme directeur. Généralement, le directeur de l'Académie de France était un membre de l'Institut. Ils ont même fait un procès, pas personnellement, mais par une espèce de... pour mettre un point sur le fait que Malraux s'était permis de nommer quelqu'un qui n'était pas de l'Institut.
C'était étonnant parce qu'on arrivait dans une maison qui était peinte en marron. Tous les meubles étaient peints en noir. Et il y avait une atmosphère comme ça, très Napoléon III, très sinistre. Quand je suis arrivé, il y avait encore des restes de cette villa affreuse. La manière dont tout ça, avec les années, je ne dirais pas les siècles, mais en tous les cas peut-être depuis 50 ans, la villa avait été complètement abîmée, recloisonnée. Et j'ai vu Balthus dépouiller complètement ce lieu, découvrir les fresques. Et ça, c'était aussi nouveau pour nous. En fait, on arrivait là pour faire de la sculpture. Moi, j'avais donc eu le prix de Rome de sculpture, mais en même temps, on a profité de cette espèce de force qu'il a eue. Et j'ai vu que tout à coup, il décapait les murs, il enlevait les cloisons, retrouvait les fresques. La villa n'avait même plus de meubles, je me souviens, il y avait des choses absolument affreuses. Alors on allait à la Via dei Coronari, et tout à coup, on pensait des choses pour nous, et en même temps, comme pour sa maison, on disait, mon Dieu, si on voit une armoire, si on voit des chaises, si on voit un fauteuil, ou je ne sais, moi, des tables, alors on va tout de suite avertir Balthus. Et je me souviens quand on voyait des choses, on retournait avec Balthus, et alors il y avait cette chose comme ça. Alors il restaurait la villa, il retrouvait les murs, il y mettait des meubles, il assainissait les trucs, il a refait les jardins. Et moi j'ai vécu cette chose un peu comme quand on refait sa maison, au point où quand je suis parti, je dois dire que moi je pleurais vraiment. Il y avait un atelier de menuiserie qui faisait partie de la villa, d'où les meubles ressortaient décapés avec de ravissantes couleurs, des bleus, des roses admirables. Et on découvrait sans cesse de nouvelles choses. On grattait, et puis, ah oui, là, il y a quelque chose. Et alors, en effet, des fresques admirables surgissaient. Enfin, c'était très, très amusant. Ce qui marchait très, très bien, c'était une préparation à la colle, de peinture à la colle. Et après, tout le monde prenait des bouteilles. Et avec le cul de la bouteille, le fond de la bouteille, on frottait les murs, ce qui donnait des espèces un effet de marbrure très beau. Et ça, on a tous participé à ce genre de choses. Le premier jour, je me souviens que Balthus, très gentiment, me dit « Ah, vous êtes un nouveau pensionnaire, est-ce que vous aimez, vous êtes content, vous avez fait bon voyage ?» Je lui dis « Oui, monsieur, oui. » Et il me dit « Moi, je suis désolé, je vais partir, je m'en vais ce soir. » « Ah bon? Oui, je pars au Japon. » Il partait au Japon, il avait, je sais qu'avec Malraux, je crois qu'il était parti, enfin pour une mission. Et il me dit « Écoutez, pendant mon absence, je peux vous prêter mes patins à roulettes. » Et alors, il y a eu la folie du patin à roulettes et on faisait sur la loggia de Villa Medici, on faisait d'interminables parties de patin à roulettes, du hockey, et puis des concours de saut aussi. On avait installé un tremplin. Et papa était formidable. Il patinait admirablement. On se disait qu'il allait se faire mal, mais pas du tout. Il faisait des sauts gigantesques. On admirait beaucoup. Son atelier était au fond du jardin. On n'entrait pas en principe, sauf certains pensionnaires. Très rare. Très rare. Enfin, Rouen, par la suite, par exemple, a beaucoup été dans l'atelier. Et moi, je crois que je n'y ai jamais été. Alors, les joueurs de cartes, je dois dire, c'était le début où je fréquentais cet atelier. Et je ne comprenais vraiment pas du tout ce que Balthus était en train de faire sur ce tableau. Ce tableau avait été peint quelques années auparavant, il avait été exposé, il lui appartenait plus, il appartenait à son marchand. Et puis Balthus a demandé que le tableau revienne à l'atelier pour y faire quelques retouches, disait-il. C'est un travail de montage. Chacune des parties sont traitées dans une autonomie du détail, ce qui amène d'invraisemblables hiatus dans les raboutages anatomiques des figures de Balthus. Vous avez parfois des emboîtages d'une jambe qui deviennent tout à fait problématiques, mais enfin, dans la logique générale du tableau, c'est accepté, c'est qu'on est devant un fait plastique qui est porteur d'une extraordinaire violence. Et lorsque Balthus, un jour, m'a appelé pour me dire que c'était terminé, la jeune fille était devenue une espèce de personnage sans âge, comme un vieillard hiératique. Et le personnage masculin, lui, avait pris une telle ampleur qu'une de ses jambes passait à l'extérieur du tableau. Il me dit oui, quand j'ai amené la petite chaise. Tu sais, quand j'ai mis des ombres, tu vois, sous les pieds de la table, ces triangles
Il dit oui, tu vois, quand j'ai peint les petits triangles, j'ai su que c'était terminé. Alors c'était une magnifique leçon, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Il a vécu ensuite dans ce décor somptueux qui était la villa de Médicis. Il a trouvé le château de Montegalvello que d'un coup de baguette magique, il a transformé en un endroit absolument magnifique alors que c'était une ruine lamentable. Retrouver les fresques, enfin restaurer, et ainsi de suite. Là in fondo c'è la valle del Tevere. E quando l'hai cominciata questa? Ma quando ho cominciato? Setsko? Oui. Je pense que j'ai commencé. Je crois que c'est la fin de l'année dernière, non? L'année dernière, non? Oui. Oui, oui. Oui, c'est l'année dernière. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, tu vois, comment tu fais, par exemple, cet effet gonflé d'arbres. Comment? Tu mets avec très sec, non? Hein? Tu fais avec des choses très secs. Non, pas du tout. Je prends la couleur. Et que et je pose comme ça vient. Parce que tu as fait comme ça là-bas. Oui, là-bas. Là-bas, non? Côté... Oui, justement. La terre de Castel. Ah. La terre de Castel, c'est là. Terre de Castel, c'est là. Ah bon? Oui, c'est derrière. Ça, c'est la tube. Ça, c'est le tube, oui. Oui. Ma nello studio di Villa Medici c'era un dipinto di Velázquez. Sì, ma no, il dipinto di Velázquez era preso nell'ala.
mes souvenirs de la chambre turque, c'était un endroit très puissant. Et je me souviens simplement d'un certain rayon du soleil qui arrivait en fin de journée et qui était vraiment merveilleux. Et bon, c'est très vague mes souvenirs malheureusement de la chambre turque parce que j'ai été à peine quand je suis née jusqu'à l'âge de 4 ans. Je me souviens certains moments où c'était très sombre, où probablement je devais faire la sieste. Et je me souviens des modèles de mon père, qui étaient Katia et Micheline, qui posaient très souvent pour mon père, qui me servaient au même temps de babysitter et qui, dès que je hurlais, venaient me voir. Je devais trouver des objets pour faire une grande exposition d'art japonais à Paris. Et alors, comme envoyé de Malraux, je pouvais voir toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas officiellement. Alors on m'a montré toutes sortes de choses que autrement je n'aurais pas vues. Et ensuite, je t'ai rencontré. Non? Oui. Mais on va pas parler de choses intimes. Setsko, ma beauté sereine, il me suffit de la voir, de la sentir près de moi, pour que revienne le calme dans mon âme inquiète. Qui sont à choisir selon ses forces, me feront défaut, ni l'expression juste, ni l'ordre, et la clarté. Voilà. Ça m'est à la fois très facile et très difficile de parler de Balthus. J'ai eu la chance de le rencontrer dans les années 50, où il avait fait le décor d'une pièce d'Hugo Betti, L'île aux chèvres, dans un petit théâtre pas loin d'ici. C'est là que j'ai commencé à l'aimer, à aimer l'homme. Ensuite, nous nous sommes perdus de vue et c'est lui qui m'a fait signe. Et la première fois que j'ai été le revoir à Rossinière, dans son chalet, je lui avais envoyé un petit mot à lui et à Setsko, en lui disant que j'avais eu l'impression de passer une journée à l'abri d'un chêne plusieurs fois séculaire. Enfin, je m'étais trouvé au pied de cet arbre. Et je suis très touché par cette gentillesse qu'il a à mon égard, cette affection qu'il me montre. J'ai l'impression d'avoir avec lui un second père. Et mon père, mon véritable père, que j'ai perdu il y a une dizaine d'années, me manque énormément. Je crois que plus on vieillit, plus vous manquent les parents. Et Balthus a pris, sans le vouloir, sans qu'il le sache même, j'en suis sûr, a pris un peu la place de mon père pour moi. The time has come, the world has said, to talk of many things, of shoes and chips and sealing wax and cabbages and kings. Il me lisait tout le temps Alice in Wonderland, en anglais. Mais c'est des choses, chaque fois je me dis,
comme avant d'aller dormir, etc. C'était l'heure de la lecture. Et ça faisait Alice in Wonderland, ça faisait partie de Tintin et de Struwwelpeter aussi, qui m'avait terrifiée d'ailleurs. Le Grand Chalet, quand je suis arrivée ici la première fois, je devais avoir 4 ans. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est l'odeur. C'était vraiment l'odeur du bois. Mon père, évidemment, était beaucoup plus proche à ce moment-là, parce que c'était en plein déménagement, on passait beaucoup de temps ensemble, on regardait souvent la télévision ensemble, et c'est quelqu'un qui a conservé un côté très enfant, et avec qui j'ai pu regarder des dessins animés. C'était le seul, parce que ma mère, ça l'ennuyait, et il avait une passion pour les dessins animés, et il me disait « Ah, maintenant c'est l'heure, allons voir la télévision ». Il a été un père absent, mais très présent. Il y avait ce portrait, le fameux autoportrait. Chaque fois qu'on faisait des bêtises, on se disait « Ouh là là, il regarde ». Et un jour, j'étais très très malade, et il est venu à mon chevet, je sentais quelque chose d'extrêmement réconfortant que j'ai gardé toute ma vie, en fait, cette présence très bénévole du père. Une journée de travail typique, c'est bien difficile. Ça change tous les jours. Parce que quelquefois, on ne sait pas quoi faire, et surtout on ne sait pas comment faire, et d'autres fois, on est en forme. Je suis totalement indifférent à ce que les gens pensent de ma peinture. J'ai toujours été guidé par une nécessité intérieure. La comtesse m'aide beaucoup quand même. D'abord, elle prépare les couleurs. Je peins avec des couleurs que je fais préparer. Les couleurs en poudre, également, qu'il faut broyer, préparer avec de l'huile. Malheureusement, je ne vois plus assez bien pour dessiner. Alors, je suis obligé d'employer les Polaroids, par exemple. Parce que là, ça me sert de carnet d'esquisse. Ça aide de faire plusieurs choses à la fois. Ça vous rafraîchit l'œil et ça vous permet de voir dans quelle direction vous allez, si ça correspond à quelque chose, ou si... Ça vous donne une opposition, en fait, à ce que vous êtes en train de faire. Je regarde ce que j'ai fait en fumant beaucoup, parce que l'herbe anicot me donne une espèce de lucidité. Je me sers beaucoup de miroir, parce que le miroir me permet de juger si c'est juste comme dessin, parce que c'est retourné. Alors les choses que vous voyez dans un miroir vous guident un peu, parce que vous voyez si c'est bien ce que vous vouliez faire. Le miroir, c'est à la fois cet instrument nécessaire à la science du peintre, et puis le miroir, c'est en même temps évidemment cet enchantement, c'est l'accompagnement inévitable de la magie des contes de fées. C'est le miroir de la sorcière, c'est le miroir lui aussi cruel et tendre à la fois qui
soit de vous renvoie à la vérité de votre néant ou à la beauté éphémère de l'instant. Donc c'est admirable que Balthus ait su ressusciter à la fois cette petite machine dans son fonctionnement pratique et dans sa charge symbolique. Balthus récuse la conception occidentale du miroir comme instrument de vanité. Le miroir, en effet, c'est quelque chose qui accueille sans rien repousser. Le miroir, c'est l'image du Tao. Et il prend une importance extraordinaire dans les 3 versions du chat au miroir. Donc il a pu conjuguer la jeune fille, le chat, le miroir, c'est-à-dire les 3 mystères indéchiffrables. La peinture, c'est un métier, avant tout. Par exemple, un écrivain qui n'a aucune idée de la grammaire, qui ne sait pas comment on fait une phrase, eh bien, il n'arrive pas à faire un texte, je suppose, en tout cas. Dans la multitude des aspects de notre amitié, c'est évident que la peinture est toujours là et tient une grande place. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que c'est le seul artiste que j'ai côtoyé, chez qui la question du comment est véritablement fondamentale. Il travaille la peinture à l'huile dans un étrange registre. C'est le registre de l'émulsion. L'huile, c'est un véhicule très, très souple, très fluide, porteur de toutes les transparences. Il suffit de plus ou moins charger en pigments pour avoir les transparences. Et Balthus précipite la fluidité de l'huile dans une espèce de mortier pour essayer de donner une sorte de dimension à sa surface d'une peinture pariétale, d'une peinture dont la couleur ne serait pas simplement un effet de surface, mais la résultante d'un travail de l'épaisseur. Ce qui me frappe, c'est à quel point vous avez des échanges entre les matières du mur du fond, du chandail, de la figure, de la table, la carnation de la main, du visage. Pardon. Viens. Alors quand je l'ai rencontré, il mettait en avant son produit miracle qui s'appelle Caparol, qui était cette fameuse résine. Et puis le jour où le Caparol est devenu un produit chimique, Balthus se lamentait et disait que la peinture était plus possible. Et un jour, je suis arrivé à Rossinière en lui proposant une sauce qui s'est empressée d'appeler la sauce François et qui était au fond un lait de cire. Et Balthus a commencé à travailler avec ça. Il a eu aussi de nombreux problèmes avec ce médium. Un jour, il me téléphone. J'étais ici. Il me dit, je ne sais pas ce qui se passe. La sauce François, ça ne marche pas. Tout se soulève. Je lui dis, quoi? Ben oui, il me dit, tout se soulève. Tu viens, ça pèle, tu soulèves, puis ça s'arrache. C'est comme des pots. C'est très intéressant d'ailleurs. Bon. Je dis, écoute, ne touche pas, j'arrive. Et le tableau, effectivement, chacune des couches se soulevait. Il suffisait de tirer et ça venait. Enfin, j'ai fixé les choses comme j'ai pu, toujours avec le même médium, la sauce François. Alors je dis à Balthus, mais pourquoi tu as arraché les morceaux?
Mais il me dit, tu sais, c'est très très bien, parce qu'au fond, ça va m'obliger à tout repeindre, et puis c'est tellement joli. Oui. Je couvre de noir. Et ensuite. Ok. Il est aussi torturé aujourd'hui qu'autrefois parce que ce qu'il voudrait faire, c'est travailler parce qu'il a encore beaucoup de projets. Or, le grand âge avançant, son corps, ses yeux, tout le trahit, et cependant il est encore capable de faire des choses aussi extraordinaires. Seulement il y a l'angoisse, non de la mort, mais du fait de ne pas pouvoir continuer à travailler. Et ça, c'est une angoisse terrible, qu'on ne puisse pas, qu'on commence quelque chose et qu'on ne puisse pas l'achever.